Le but de cette formation, c'est d'apprendre justement à ne plus faire uniquement de la pénétration, mais d'expliquer que en fait, il y a la femme, dans plus de 90% des cas, quand elle veut se faire plaisir, elle stimule sa zone clitoridienne et elle s'enfonce pas un gode dans le vagin. Voilà. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Voilà. Bah écoute, donc merci, je disais, et puis voilà, je t'ai contactée parce qu'en fait j'ai découvert Climax lorsque je me suis rendue à l'événement The Femme de The Family. C'était en décembre dernier, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'ai vraiment découvert toute ta démarche, ce que tu faisais. Et c'est vrai que en fait ça faisait un moment, moi j'ai fait le même master que toi, le SCP, du coup le master entrepreneuriat, innover entreprendre, pardon. Et voilà, je me suis rendu compte que t'étais une ancienne, donc j'ai un peu regardé ton parcours. Et en fait, depuis le début de l'année au sein du master, donc peut-être le programme a peut-être un petit peu changé, mais je pense que c'est la même idée depuis. Ouais, je pense. En fait, voilà, j'avais une de mes idées l'un des domaines dans lesquels j'avais envie d'entreprendre, c'était notamment dans la sexualité, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Je voyais, à travers de mes discussions, tous les tabous parfois auxquels je pouvais me confronter malgré moi. Et du coup, je me suis dit, voilà, il y a plein de problèmes, plein de solutions possibles, mais je sais pas sur quoi j'ai envie de me concentrer. Okay. Et en fait, j'en parlais un peu dans ma classe, ça a été plus ou moins bien accueilli, ça dépendait. T'as trouvé un associé pour mener ça bien. Voilà, c'était j'ai pitché 2-3 idées, Marc m'avait un peu titillé, mais il avait l'air quand même très ouvert sur la question, bien sûr. C'était plus au niveau, disons, des gens de ma classe ou de ma génération, ce qui m'a étonnée d'ailleurs. Et bref. Ouais, parce que souvent les gens ils voient pas trop le potentiel qu'il y a, même d'un point de vue business sur le sexe, ce qui est complètement débile, puisque même rien que dans le porno déjà c'est 30% du trafic de Google, donc déjà rien qu'en disant ça, on se dit c'est que le sexe ça intéresse et ça touche tout le monde, quoi. Donc t'as quand même un énorme marché. Ouais, enfin, je pense que le sérieux est difficile à voir parfois pour certains, et surtout c'était tout de suite, j'avais pitché un peu genre une app genre pour s'épanouir sexuellement en mode un peu coach sportif, avec des notifications masturbe-toi, découvre-toi, des choses comme ça. Ouais, je vois. Et, pour rigoler un peu, et c'était tout de suite mais moi j'ai aucun problème dans ma sexualité, mais j'étais là, je suis pas en train de résoudre un problème dans sa sexualité, mais plus aider à découvrir ou à s'épanouir, à découvrir d'autres choses. Enfin bref, et du coup j'ai gardé l'idée de côté parce que j'ai pas forcément trouvé l'équipe, et là j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. Je me suis dit je vais commencer par un podcast, parce que quitte à découvrir le marché et les acteurs, autant partager ce que je découvre dans ce milieu-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de podcasts, par exemple, enfin même pas sur l'entrepreneuriat et la sexualité ensemble, puisqu'il y a des deux côtés. Mais pas ensemble, et finalement là je pense que je vais me lancer sur un love store à ma façon. Enfin, on est en train de voir ce qui manque sur le marché français avec Ilani. Trop cool, hein. Et voilà, j'ai aucune idée du nombre de personnes déjà en France qui travaillent sur ces sujets-là. Enfin, je connaissais Flore, par exemple.
Ouais. de The Union. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je sais pas s'il y en a genre 1000 quoi, tu vois. Bah, c'est ce que je découvre. Mais je pense que oui, ça commence à vachement se démocratiser entre guillemets. Ouais, exactement. Et du coup, bah, notamment avec Climax, tu fais partie de ces entrepreneurs dans la sexualité, mais pourtant, tu n'étais pas du tout dans ce milieu-là à l'origine. J'ai vu que tu avais, au sein du master, tu avais développé une application, du coup, de santé en ligne. Ouais, de pour l'intolérance alimentaire. Ouais, exactement. Et puis moi, j'ai pas poursuivi après. J'ai pas poursuivi. Mais mes deux autres associés avec qui j'étais au sein du MSIE, eux ont poursuivi, ont été incubés à The Family. D'accord. Et finalement après ils ont arrêté parce que je crois qu'ils s'entendaient pas très bien, donc ça a un peu explosé. Et donc ils se sont arrêtés en cours de route après 6 mois de lancement depuis le MSIE. Et moi, je le sentais pas, donc j'ai pas poursuivi. Et finalement, je suis partie dans une start-up, qui était assez chez Wind. Chez Wind, voilà. Donc là, c'est dans l'informatique, en gros. Donc rien à voir non plus. Puis ensuite, Mano Mano. Donc c'est la start-up française qui essaie de révolutionner l'univers du bricolage et du jardinage. Donc et maintenant fondatrice de Climax. Donc comment on passe de tous ces univers-là à Climax, pardon. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange. Moi, j'avais toujours en tête effectivement de vraiment monter ma boîte depuis je sais pas 2011 ou 2010, quelque chose comme ça. Mais j'avais pas forcément trouvé l'opportunité, raison pour laquelle aussi j'ai fait le MSIE, où j'ai vu qu'il y avait à peu près 2 boîtes à chaque année en fait qui sortaient et qui finalement levaient ou pas des fonds et fonctionnaient bien. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc effectivement je suis partie au sein de l'ESCP. Bon bref, ça a pas fonctionné, donc finalement je suis partie. Bon après c'est vraiment des rencontres, donc je suis partie au sein de Wind où j'étais bizdev et puis après directrice marketing pendant 3 ans, et ensuite j'ai rejoint Mano Mano pendant que quelques mois uniquement, parce qu'en fait au sein de Mano Mano j'ai rencontré une personne brillante qui était head of growth au sein de Mano Mano, qui lui était sur le point de partir aussi et voulait en fait monter des business, plutôt des petits business, mais à fort potentiel. Bref, donc il m'a vraiment inspiré, etc. On a beaucoup parlé. Et il m'a dit, pourquoi tu me rejoins pas dans mon aventure, quoi. Je me suis dit, ça fait 6 mois que je suis pas, enfin même pas, ça fait 5 mois que je suis arrivée chez Mano Mano. J'ai un super poste et tout, c'est une boîte qui cartonne. Je suis là, je sais, mes plans partent en cacahuète. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais je me suis dit, Lorraine, c'est l'opportunité de ta vie, ça fait 6 ans que tu gonfles tes parents pour monter ta boîte, ton truc, ton machin, fais-le, quoi. Donc finalement, j'ai tout plaqué, et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plus, tu vois, le voyage plutôt que la destination. C'est-à-dire que, finalement, aujourd'hui, j'ai fait un truc sur la sexualité, et je suis hyper contente. Parce que c'est un sujet qui touche tout le monde, qui peut aider des gens véritablement, tu vois. On n'est pas là en train de brasser de l'air. Il y a quand même un côté vraiment utilité sociale, quoi. Ouais, c'est vraiment utilité publique, quoi. Et ça, au début, en fait, je m'en rendais pas forcément compte. Je savais que ça allait en aider certains et tout, etc. Au tout début du projet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ultra nécessaire et qu'il y avait des gros problèmes à ce niveau-là, enfin voilà, que les gens assumaient pas forcément, que les gens savaient pas, que tout le monde ne se masturbait pas, que tout le monde n'atteignait pas l'orgasme, qu'il y avait un orgasme gap énorme. Enfin voilà, donc en gros, moi je suis vachement montée en compétence pendant 1 an, parce qu'en fait le projet final qui est Climax aujourd'hui n'était pas du tout l'idée de départ qu'on a eu. Hein. Donc il y a eu à peu près 20 itérations de projets pour trouver finalement ce que voulaient les gens, ce qui plaisait aux gens, et donc il y a eu beaucoup de boulot, beaucoup de boulot de recherche aussi, parce que voilà, c'est un projet basé sur la science, etc. Donc je suis vachement montée en compétence aussi sur le sujet. Je suis pas experte non plus, hein, parce que moi je me suis basée sur les études scientifiques, les revues scientifiques, les études scientifiques américaines, françaises et autres pour d'autres pays.
parce que je veux vraiment qu'on ait un aspect très local. Mais voilà, donc ouais, c'était un parcours assez atypique. Je suis tombée entre guillemets dans la sexualité un peu par hasard, parce qu'on s'est dit ok, il y a franchement tous les sujets sont quasiment abordés, mais voilà, on trouve des recettes à foison sur internet, sur la bouffe, on trouve des modes d'emploi de dingue, on trouve des meufs, enfin franchement il y a tout partout, et on s'est dit attends, mais des tutos YouTube, des tutos YouTube, des trucs, des machins. Et en lisant un peu, je sais pas, je suis tombée un peu par hasard sur des articles de journalistes du type Maya Mazorette, hyper bien écrits, etc. sur ces sujets-là. Puis après d'autres articles sur un peu des techniques pour se faire du bien, etc. Et je me suis dit attends, alors déjà moi il y a des techniques que je connaissais pas. Je me suis dit what, wow, trop cool et tout. Mais j'avais du mal à comprendre un peu comment on pouvait, enfin comment on faisait vraiment pour de vrai. Et je me suis dit attends, mais ça si un mec veut le faire sur une nana, concrètement il comprend rien quoi. Alors, en lisant ça, même si c'est très bien écrit, enfin voilà, à un moment donné faut mettre en pratique et puis regarder quelque chose de clair. Et bah il y a rien qui avait été fait. De toute façon sur YouTube on peut rien mettre de visuel, enfin de nudité, donc c'était mort. Enfin j'ai fait mes petites recherches, je suis tombée sur une ou deux vidéos un peu limite, mais je pense qu'elle a été enlevée depuis. Mais sinon bref, il y avait absolument rien, mis à part quand même, j'en parle même si ce sont des concurrents, mais je pense qu'il faut en parler. Oh My God Yes, qui ont créé en 2015. Alors je sais pas trop comment ils se définissent, mais voilà, une première formation en ligne dédiée au plaisir féminin, où là c'est plutôt des interviews en one-to-one de femmes qui expliquent leur technique à elles pour se donner du plaisir. C'est bien ça la différence. Ok, parce que du coup, je suis pas allée voir la concurrence et non, je pense que c'est important de le dire parce qu'on n'est pas non plus seul au monde. Mais c'est bien ça la différence. Ok, enfin c'est quand même la même idée d'expliquer comment se masturber, comment découvrir son plaisir féminin et comment du coup atteindre le plaisir chez l'autre à partir du moment où il a une vulve et un vagin. Ouais. Mais là c'est sur base de témoignages chez Oh My God Yes, alors que chez Climax on a vraiment des vraies vidéos explicatives quoi. Ouais, nous c'est du 100%, c'est 100% vidéo déjà, alors que bon, le concurrent est plutôt écrit et aussi vidéo. Mais moi j'avais vraiment voulu faire un contenu 100% vidéo à la Netflix parce qu'aujourd'hui les gens, les utilisateurs, ils ont tellement l'habitude avec Netflix, avec YouTube, de consommer de la vidéo et de plus lire. Je comprends, hein, on a tous la flemme de lire et tout. Je me suis dit il faut faire un contenu 100% vidéo. Voilà, un contenu où véritablement nous aujourd'hui Climax, si on achète le pack premium, en 2h10 t'as fini t'as consommé et t'as regardé l'intégralité des épisodes. À l'inverse, quand t'es sur notre concurrent, franchement tu peux le lire 15 heures d'affilée. Enfin, il y a énormément de choses et je pense que ça brouille aussi peut-être le message et ça rend un message qui est un peu décousu parce que du coup, t'as tellement d'informations et comme on en retient que 20 ou 25%, je sais plus, enfin, c'est assez tu te perds quoi. Tu te perds dans les détails. Et là, cette construction, du coup, parce que là, tu as 3 formules, du coup, de cette série éducative. Tu as la partie éducation, la partie classique et la partie premium. Bon, moi, du coup, j'ai pris la dernière, comme ça, elle avait tout. Concrètement, je me souviens plus exactement comment ça se découpe, comment tu l'as pensé, en fait. En fait, la façon dont je l'ai pensé, c'est assez classique. C'est-à-dire que sur les 17 premières techniques de masturbation féminine, donc c'est des techniques de caresse sur la zone clitoridienne. On l'a mis dans le premier package qui est moins cher que les autres pour que même les plus jeunes femmes qui ont un portefeuille pas forcément hyper garni entre guillemets puissent au maximum en tout cas se l'approprier. Ensuite, on a mis la formule classique qui elle a en fait ces 17 techniques de masturbation plus en fait 3 autres vidéos de tantra, donc plutôt de respiration en pleine conscience
en fait, pour apprendre véritablement à mieux respirer, pour mieux jouir, entre guillemets. Et ensuite, sur la partie premium, c'est plus destiné, je dirais, aux couples ou aux partenaires masculins qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet et améliorer leur performance sexuelle. C'est ça, il y a tout le reste, plus les vidéos aussi. Ouais, il y a vraiment tout. Donc, ce qu'il faut au total, 32 épisodes si on achète la formule premium. Voilà, donc j'ai voulu découper parce que, en fait, je trouvais ça un peu cher sinon, et je pense que alors c'est marrant parce qu'il y a des hommes qui me disent mais pourquoi on peut pas acheter que les 10 derniers épisodes bonus dédiés aux hommes, machin truc. Non, parce que en fait le but de cette formation c'est d'apprendre justement à ne plus faire uniquement de la pénétration, mais t'expliquer que en fait il y a la femme dans plus de 90% des cas quand elle veut se faire plaisir, elle stimule sa zone clitoridienne et elle s'enfonce pas un god dans le vagin. Voilà. Et ça, en fait, c'est assez révolutionnaire parce que la plupart n'ont pas forcément très bien compris. Et bon, c'est ce que je comprends, hein, de toute façon, c'est, on va dire, dans les articles de presse, jusqu'à il y a pas très longtemps, on parlait encore vachement du point G, du truc, du machin qui n'existe pas. Et, c'est la raison pour laquelle, dans le package premium, véritablement, ils ont accès à tous les épisodes, à la fois de la zone clitoridienne, et des petits conseils pour eux, pour s'améliorer, le placement des mains, la position des doigts, etc., pour vraiment les accompagner là-dessus, parce que je reconnais que ça doit pas être hyper simple, mais voilà, c'est vraiment notre volonté qu'ils aient vraiment accès à tous les épisodes et pas uniquement à leur bonus à eux. Voilà. Et puis en dernier épisode, j'ai aussi rajouté parce qu'en fait on a fait une nouvelle version il y a à peu près une semaine. Ouais, je l'ai vu. La demande silencieuse, c'est ça? Pardon, excuse-moi. La demande silencieuse. Alors non, pas la demande silencieuse. Non, pardon, pas le dernier épisode. C'est le dernier pour moi, mais pas le dernier pour vous. Oui, c'est sur le point G. Donc en fait, entre guillemets, qui n'a rien à faire en fait dans cette formation parce qu'on parle uniquement de la stimulation externe. Mais pour moi, c'était important aussi de faire un espèce de pont avec la saison 2 qui sera live, je sais pas quand, mais qui naîtra un jour, et surtout pour dire aux mecs, franchement la zone clitoridienne est 1000 fois plus importante que le point G. Et je pense que c'est assez bien accueilli. Ça avait été une demande de pas mal de personnes en disant mais alors vous parlez pas de la pénétration, tatati tatata. Donc moi à chaque fois je leur réponds, les mecs, c'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques. Dans 98% des cas, lorsque les femmes se masturbent, elles ne touchent, elles ne stimulent que leur zone clitoridienne. Donc apprenez déjà à faire ça, et puis ensuite en saison 2 on verra la pénétration. Voilà, c'était un petit peu le clin d'œil, histoire de remettre les choses. C'est là où t'annonces, oui, maintenant ça me revient, je l'ai écouté aussi, tu annonces que l'objet de la prochaine ou d'une prochaine saison sera sur la pénétration. Ouais, exactement. À un moment donné, je voulais vraiment faire sur le plaisir masculin, et je me suis dit, voilà, mais ça m'a été beaucoup demandé, mais je me suis dit, terminons entre guillemets déjà un peu les femmes, voilà, la pénétration, tout ce qui est interne, vaginal et anal, et ensuite on verra les hommes dans un second temps. Voilà, je me suis dit vaut mieux le faire dans l'ordre, quoi, quitte à choisir. Et donc oui, tout ça c'est vraiment basé sur beaucoup d'études scientifiques que tu as étudiées. Ouais. Il me semblait t'avoir entendu dire du coup lors de l'événement The Femme que c'était au moins 6 mois, t'avais passé 6 mois, il me semble, à éplucher vraiment plein complètement d'études, et aussi une étude que vous avez fait vous-même pour ce projet-là. Donc est-ce que ça change quelque chose de faire ça avec une approche scientifique? Est-ce que par exemple ça aurait autant marché, tu penses, sans cette approche-là? Je sais pas si tu peux savoir ce genre de choses, mais c'est un choix déjà de prendre cette approche. Ouais, c'est complètement un choix, et surtout moi j'aurais pas pu réaliser j'aurais pu la réaliser
enfin, sans études scientifiques, j'aurais pas pu la réaliser, ça c'est clair. Sans mon étude à moi non plus, j'aurais pas pu la réaliser non plus. Mais ce que tu veux dire, c'est le fait de présenter la démarche scientifique sur le site, c'est ça? Bah, sur le site, et puis même peut-être la manière dont c'est filmé, dont c'est expliqué. Ouais. C'est d'une manière hyper à la fois pédagogique, à la fois douce, parce qu'il y a un côté aussi un peu tantra après en mode yoga. Je sais pas comment tu fais pour faire on est d'accord que c'est toi toujours qui fais la voix off. Ma voix, ouais. Comment tu fais pour faire une voix off aussi régulière? C'est hyper dur. Et pourtant, je suis pas du tout professionnelle et si on peut, je pense qu'on changera peut-être la voix pour justement une professionnelle, enfin de la voix off, pour remplacer la mienne, parce que je la trouve pas hyper régulière, en tout cas dans les épisodes hors tantra. Pour tantra, ça va parce qu'en fait, t'as une tonalité, il y a un truc qui se cale en fait dans la gorge ou je sais pas où, et donc ça va. Mais sur la tonalité des épisodes où il faut donner un petit peu de rythme, c'est vachement plus compliqué parce que parfois tu montes un peu trop dans les aigus, parfois t'es un peu trop grave, et en fait le micro concrètement il ne ment pas, et parfois on faisait pas les enregistrements le même jour, et en fait parfois ta voix, et en plus tu peux être plus de mauvaise humeur un jour ou de meilleure humeur un autre jour, et en fait la tonalité de la voix change, mais vraiment d'un jour à l'autre en fonction de ton humeur, en fonction de, je sais pas, de ce que t'as mangé, de ce que t'as bu. C'est hyper étrange. Et donc ça a été assez rock'n'roll, mais on est arrivé. Du coup, quelle était ta question, excuse-moi? Pardon, il y avait plusieurs questions mélangées. À l'origine, donc la voix off, c'est bon, c'est répondu. À l'origine, c'était est-ce que ça aurait autant marché sans cette approche scientifique? Alors autant dans les chiffres, les techniques que tu as pu en tirer, mais aussi sur la manière dont c'est filmé finalement, et dont c'est expliqué. Ouais. Non, la manière dont c'est filmé, nous on voulait vraiment faire quelque chose de de pédagogique, de didactique, de vraiment pas pornographique, mais tout en restant aussi, bon après ça c'est mon petit côté aussi un peu maniaque je pense, mais tout en restant aussi assez sensuel, parce qu'on parle de choses, on parle de sexualité, donc la sexualité, et on parle de technique, donc on parle de quelque chose de technique, de scientifique. Bon, c'est pas très sexy, tu vois. La sexualité, c'est pas que ça. La sexualité aussi, c'est la séduction, c'est l'érotisme. Enfin, il y a plein d'autres choses, qu'on n'est pas uniquement là à parler de reproduction, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que t'as trouvé un bon équilibre entre les deux, quoi. Ouais, ça peut pas été facile. Beaucoup un jeu de lumière, et encore je trouve que c'est un petit peu trop éclairé sur certaines vidéos, parce que ça dépendait aussi du soleil de la journée, mais voilà, à choisir j'aurais fait quelque chose encore d'un peu plus sombre, un peu plus tamisé, mais voilà, globalement je pense qu'on a réussi le pari d'avoir quelque chose d'à la fois scientifique, pédagogique et non pornographique, et un côté aussi un peu sensuel et poétique. Il y en a qui disent que c'est assez poétique. Je trouve ça joli. Le montage aussi fait que voilà, au moment où l'actrice ou la mannequin, enfin je sais pas, la fille, enfin celle qui la modèle, je sais pas, la modèle, voilà, se déshabille, c'est complètement flouté. Il y a un côté très sensuel, en tout cas à ce moment-là. Et après, on passe directement vraiment au plan très proche sur sa vulve et sur les explications. Oui. Donc non, c'est aussi sur le montage. C'est vrai qu'il y a un bon équilibre sensualité. Non, c'est cool. Je trouve. Mais justement, tu dis nous. Et au début, je sais que c'était toi qui tenais la caméra aussi, pour aussi des histoires. Déjà tu savais ce que tu voulais faire, mais aussi peut-être d'intimité avec cette modèle. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Comment ça va se passer? C'est quoi la suite, le développement de Climax? Alors pour le développement de Climax, c'est très simple. On en a parlé d'ailleurs il y a pas très longtemps, parce qu'en fait il y a tellement de choses à faire et on est deux, pour l'instant, je préfère préciser. On est quand même passé par des freelances pour tout l'aspect illustration animée que tu peux voir dans les épisodes, mais sinon globalement c'est vraiment mon associé
et moi qui avons fait tout ce qui est montage, prise, caméra, le son, tout, etc. Le site internet, ça c'est mon associé. Bon. Donc jusqu'à présent, on a réussi à tout faire tout seul, donc ça c'est cool. Les next steps, elles sont très simples. Là, il faut qu'on aille relativement vite parce qu'il y a un time to market qui est ultra bon qui est très bon déjà depuis à peu près 1 an sur la sexualité, sur l'univers un peu justement plaisir féminin, etc. Et je pense qu'il faut aller vite. Il y a quand même des Américains en face, donc il faut se grouiller. Donc là, on va vraiment partir à l'international très rapidement. Là, je pense lancer États-Unis, tous les pays anglophones. En priorité États-Unis, Canada, là d'ici 1 mois, et le reste donc Australie, Nouvelle-Zélande, UK et d'autres dans les mois précédents. J'ai trouvé une personne aussi ancienne de chez Mano Mano et qui est donc italienne et qui est fan en fait du projet et qui a souhaité donc nous aider sur le développement de l'Italie. Donc elle gère elle va gérer l'Italie. Donc je pense que l'Italie, pareil, d'ici un mois et demi, on devrait être bon. Voilà. Et donc moi je cherche, donc si ça peut, on sait jamais si je trouve sur ce podcast une personne, je cherche des personnes. Je cherche des personnes pour nous aider vraiment dans le développement. Alors soit des personnes qui habitent à Paris, mais qui doivent être natives quand même d'un pays étranger, donc je sais pas, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, peu importe, ou même américaine ou anglaise, ce serait génial. Donc je cherche vraiment des natifs, soit qui habitent dans le pays en question, soit qui sont sur Paris, pour nous aider dans le développement de Climax. Ça serait super chouette. Voilà. Et je cherche aussi une nana qui peut m'aider sur le business développement et sur les partenariats en France et dans d'autres pays. Donc on a pas mal de principalement des profils bizdev. Ouais, plutôt des profils bizdev. Voilà, exactement. Okay. Et ben écoute. En plus, là, ce sera je pense le 4e ou le 5e épisode, mais je vais essayer de les sortir assez rapidement. Du coup, j'espère que j'aurai un peu plus de visibilité et pouvoir passer l'annonce plus largement, mais je peux aussi les passer par d'autres biais. Si jamais t'as une fiche aussi à passer, n'hésite pas. Enfin, voilà. Okay. Donc, du coup, c'est vraiment développement à l'international, pour scaler rapidement. Enfin, c'est un scale qui est, entre guillemets, assez rapide à faire et qui demande pas énormément, d'énergie de ma part, oui, mais c'est pas hyper compliqué. Après, là où ça va devenir plus compliqué, c'est vraiment faire des partenariats stratégiques dans chaque pays. Et aussi, donc ça peut être des partenariats, je dis n'importe quoi, je sais pas, avec des marques de tampons, etc. Enfin, il y a pas mal de projets là-dessus, et aussi des partenariats avec des sexologues et des médecins généralistes qui peuvent recommander aussi Climax à leurs patients. Donc voilà, donc là je pense que j'ai réussi à séduire je sais pas, une dizaine de sexologues en 3-4 jours. Donc ça c'est cool, qui sont vraiment très fans du projet, mais vraiment faut aller beaucoup plus loin. Je crois qu'il y a à peu près 1000 sexologues en France, ce qui est énorme. Mais voilà, si je peux en avoir 300 ou 400 qui sont fans de Climax et vraiment qui peuvent parler de Climax à leurs patients dans le cas où ça peut les aider dans leur intimité, dans leur vie de tous les, dans leur vie intime, ça serait vraiment génial. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis aussi, gérer les réseaux sociaux et tout. Moi, j'avoue, je suis assez nulle pour ça. Je sais pas si t'as vu notre Instagram, il est pas incroyable, mais ça c'est vraiment un boulot à temps plein. Ça demande pas mal de taf. Voilà, donc il y a encore vachement de pistes à explorer en fait. Tu vois, je sais pas si Instagram pour nous c'est une bonne piste ou pas. Versus autre chose quoi, parce qu'à un moment donné il faut aussi faire des choix et c'est là-dessus aussi où c'est compliqué, tu vois, de se dire tu vois, faut pas perdre de temps, parce que quand on est entrepreneur, je pense que le temps il est vraiment notre ennemi quoi, tu vois, c'est vrai, il est vraiment contre nous, donc il faut vraiment aller vite, mais vite et bien, et vite en faisant les bons choix et pas en faisant n'importe quoi, en prenant les mauvais choix, tu vois. Donc ça c'est assez chaud, mais heureusement, sincèrement, moi j'ai un associé de rêve et il m'aide énormément, parce que je peux être un peu flippée parfois, tu vois.
Parce que tu vois, c'est une petite boîte, mais sincèrement, il y a je pense qu'il y a vraiment un potentiel de fou. Ah non, mais moi j'en suis persuadée. Après, c'est hyper frustrant, tu vois, t'as envie de faire trop de trucs. Et tu sais, parfois, je parle un peu dans tous les sens, et du coup, quand tu pars dans tous les sens, finalement, t'avances sur rien. Mais sauf que quand t'es deux dans une boîte, s'il y en a un qui avance moins bien que l'autre, bah ça se ressent tout de suite, que ça soit dans les chiffres, tu vois, dans les ventes, dans machin. Après, vous vous cadrez mutuellement aussi, voilà, c'est ça l'intérêt. On se cadre mutuellement. Mais après, on a vraiment des jobs, des fonctions hyper complémentaires. Voilà, mais comment ça s'est séparé justement sur votre... bah lui, Kevin, il est sur la partie. Bah lui, c'est le CTO, donc il est sur la partie technique, que ça soit le développement du site, tu vois, la sécurité, que ça soit les publicités, le SEO, le SEA, je vais y arriver, les publicités Facebook ou Instagram bientôt, tous ces sujets-là hyper techniques, c'est vraiment lui qui les gère, et moi je gère toute la partie et il gère aussi toute la partie produit et design, hein, parce qu'il a vraiment des compétences hyper larges, et moi je suis plus sur la partie business développement, partenariat, voilà, vraiment sur la partie vente. D'accord. Au sens donc c'est lui que tu as rencontré chez Mano Mano, c'est ça? Ouais, c'est lui que j'ai rencontré chez Mano Mano, exactement. Ok, et pour revenir du coup par rapport au sexologue, c'était l'une de mes questions justement, comment... c'est souvent la question que je pose, peu importe finalement l'activité, à partir du moment où c'est dans le milieu de la sexualité. Comment tu trouves tes clients? Tu me parlais des sexologues qui sont potentiellement prescripteurs pour trouver des clients, mais j'imagine qu'il n'y avait pas que... Enfin, il n'y a pas que eux, et en tout cas au début, c'était pas forcément eux. Parce que tu les as mentionnés aussi, tout ce qui est pub, Facebook, Insta, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu ailles, sachant que parfois c'est encore un peu compliqué à cause de la censure. Donc voilà, comment ça se passe, cette balance, cette balayette un peu entre les pubs, les annonceurs, les prescripteurs et les vrais clients finalement? Ouais. Alors, je connais pas exactement les pourcentages parce que ça fait longtemps que je suis pas allée sur Google Analytics. Mais grosso modo, nous, on n'a pas encore testé les pubs Facebook et Insta parce qu'on réfléchit vraiment à comment on peut justement dévier cette censure. Voilà, j'ai pas encore la réponse, mais on va la trouver. Sinon, globalement, les gens, alors au tout début, moi, j'ai fait un travail un peu de cinglé sur les journalistes, où j'ai vraiment recensé les 150-200 journalistes un peu sexo / couple / santé, bien-être, etc., ont écrit ou qui écrivent sur la sexualité. Donc je les ai à peu près tous contactés. Donc on a eu à peu près une vingtaine de parutions presse sur les 4-5 derniers mois. Et sincèrement, la presse c'est pépite, quoi. C'est génial pour se faire connaître, c'est génial pour installer la notoriété, etc. Donc ça a hyper bien fonctionné. Et aussi en parallèle, Kevin a mis en place tout ce qui est le SEA, donc avec des mots clés, et tout ce qui est mots clés, type brand, qui fonctionne hyper bien. Donc voilà, donc ça c'est les deux principaux leviers pour l'instant. Je pense que Instagram on compte pas parce que je fais pas de jeu concours, je fais pas de partenariat, donc je pense que c'est nul dans le sens égal à 0. Ensuite je pense qu'il y a pas mal de bouche à oreille aussi, il me semble, hein. Ça c'est un peu compliqué à savoir, mais je pense qu'il y a pas mal de bouche à oreille. Et ensuite, oui, il y a tout ce qui est peut-être sexologue, mais c'est vraiment trop tôt pour le démontrer. Donc pour l'instant, il y a vraiment uniquement entre guillemets les médias et le Google Ads. D'accord, ok. Et du coup, ces clients, finalement, c'est qui? Parce qu'il me semblait t'avoir entendu dire que, évidemment, tu t'adressais aux femmes au début, une fourchette assez jeune. Je sais plus quelle fourchette t'avais donnée, mais quand même jusqu'à peut-être 35-40 ans, voire peut-être plus. Mais et finalement, les tout premiers clients, c'était des hommes. Ça a été pas mal, ça a été pas mal d'hommes, en effet. Aujourd'hui, on est plutôt à 55% de femmes. Ça, c'est un peu renversé. 55% de femmes et 45% d'hommes couples.
Parce qu'en fait, la plupart des hommes, quand ils achètent une formule sur Climax, ils achètent la formule à 69. Et les femmes achètent la formule, tu vois, à 35 ou 49. Et on parle des prix là, parce que du coup, comme tu disais, 69. Elles achètent plutôt la formule Education ou classique, et les hommes achètent la formule Premium ou les coupes. Okay. Donc c'est pour ça, en fait. Parce que nous, on demande pas, en fait, quand ils sont sur le site ou au moment du paiement, qui ils sont, quel âge ils ont, tu vois, s'ils sont en couple, pas en couple. Enfin, on pose aucune question, en fait, à l'utilisateur. Pour l'instant, c'est assez volontaire, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus dans les prochains mois. Après, avec Analytics, vous avez peut-être une idée Oui, mais voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est à peu près 55-45. Et en termes d'âge, on doit être... je sais pas, en tout cas, il y a vraiment des personnes qui achètent, tu vois, jusqu'à, je pense qu'ils doivent avoir 65, 70 ans, et des jeunes, tu vois, de 22, 23 ans, qui achètent. D'accord. Voilà, donc c'est une population assez large. Donc tant mieux, en fait, c'est même encore plus prévu. Complètement. Non, c'est chouette, c'est cool. Et du coup, tu as l'opportunité de discuter un peu avec ses clients, leurs questions, leurs satisfactions, qu'est-ce qu'ils aimeraient en plus. Enfin, tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Bah là, on a mis en place, en fait, très récemment. Alors depuis toujours, ils peuvent noter la formation, tu vois, avec des petites étoiles. C'est une note sur 5. Et ensuite, il n'y avait pas de petits pop-up en mode ok, vous êtes satisfait ou vous êtes moyennement satisfait, donc est-ce qu'on peut avoir votre retour, qu'est-ce qui vous a pas plu ou qu'est-ce que vous auriez aimé voir. Mais là aujourd'hui on l'a mis en place, mais d'une manière générale on avait quand même pas mal de retours par mail, et puis moi j'envoyais des mails systématiquement en fait aux gens qui nous notaient, etc. Donc on avait pas mal de retours, et là globalement ouais, on a des super retours, super notes. Mais je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, hein, mais franchement, depuis qu'on a fait cette V2, parce que toi t'avais pas vu la V1. Non, j'avais juste vu une vidéo de la V1 et puis j'avais pas osé, j'avoue. et alors que pourtant c'est un sujet qui m'intéresse, c'est fou quoi. Enfin, on a toujours peur. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que moi c'est le fait d'acheter quelque chose. Déjà acheter en ligne, je suis pas forcément la plus adepte en général, même je comprends, moi aussi. Ouais. Et en fait et encore plus quand il s'agit de sexualité finalement, du porno et là même de l'éducation comme ça, où je sais ce que c'est, je sais à quoi m'attendre, parce qu'en plus voilà, vous proposez une vidéo gratuite, là je me suis dit bon, dans tous les cas je vais me lancer dans ce milieu-là, et en plus là je veux l'interviewer, donc je veux savoir de quoi je parle. Donc et aussi pour moi me dire je te l'aurais offert. Oui, non. Et du coup je me le suis prise, et ouais, c'est génial. Enfin, c'était autant pour moi que évidemment pour. Ouais, t'as appris des choses et tout. Ah bah oui, clairement. Enfin, en fait, il y a des choses peut-être que je savais, mais auxquelles j'avais jamais verbalisé, j'avais jamais mis un mot sur la technique, je n'avais jamais pensé que c'était une technique qui se faisait. Bien sûr, c'est pas quelque chose d'unique à moi, mais j'avais jamais pensé que c'était que moi qui faisais certaines pratiques, mais je me suis jamais imaginé que c'était une technique en soi qu'on pouvait expliquer à part, et que du coup peut-être que d'autres ne connaissaient pas. Ouais, je comprends. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et après évidemment il y a plein d'autres choses que je connaissais pas, notamment tout ce qui est surtout par rapport au tantrisme, à la respiration, ça. Enfin c'est hyper bien fait quoi. Merci, c'est cool. Ouais, le tantrisme, écoute, on n'a pas eu encore on a eu des super notes et tout, des super retours. On n'a pas eu de notes spécifiques sur justement les épisodes tantra, donc je sais pas. Parce qu'en fait, je me suis beaucoup inspirée de Petit Bambou pour réaliser les épisodes. Et je sais pas, voilà, ce qu'en pensent les gens. Je sais pas trop, là. Je suis un peu dans le flou. Donc, je sais pas si c'est typiquement, tu vois, des exercices que je dois réécrire pour la saison 2 ou pas. Enfin, en tout cas, en créer des nouveaux. Ou les gens, s'ils sont pas du tout dans cette optique-là. Je sais pas trop. Bon, voilà, c'était un essai, mais
Et je pense que c'est quand même une notion dont on entend de plus en plus parler. On sait Oui. pas forcément ce que c'est. Enfin, rien que dans le premier épisode avec Fleur Chérie, à un moment, elle mentionne le candolisme, elle mentionne le tantrisme. Je me suis dit que j'allais faire une petite aparté définition dans le podcast pour expliquer parce que c'était pas forcément évident pour tout le monde. Et même si on en entend parler, quoi. Donc je pense qu'il y a un sujet. Après, tu verras. Moi, clairement, je trouve ça hyper intéressant. Même en termes de méditation pure, hein, donc. Non, mais ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vois aussi que ça revient un peu sur l'approche scientifique, mais vous présentez un manifeste du coup sur le site. Et j'ai retenu 3 points principaux. Enfin, on a parlé d'autres choses, mais notamment que voilà, ça améliore les liens sociaux. En améliorant nos relations intimes, nous améliorons nos liens sociaux. Que la masturbation est un geste de santé et que ça a un rôle clé dans l'équilibre sexuel et donc finalement les femmes, mais peut-être du coup j'imagine c'est les hommes qui se masturbent ont une sexualité beaucoup plus active et épanouie. Tout ça c'est basé sur ces études. Et le fait de le porter comme un manifeste, je pense que ça peut aussi justifier encore plus votre démarche et montrer que c'est pas quelque chose de pornographique comme peut-être vous avez des détracteurs qui pourraient le dire. Voilà, pourquoi c'était important de faire un manifeste et en plus ça a une connotation un peu politique d'utiliser le manifeste. Bah déjà parce que la sexualité, le plaisir féminin est assez politique, je trouve, en ce moment. On le voit avec le féminisme, les mouvements féministes, etc. Donc c'est important pour moi de vraiment expliquer pourquoi en fait on faisait justement on abordait ce sujet de plaisir féminin et de vraiment prendre position parce qu'en fait aujourd'hui les gens quand tu prends du recul, tu vois les gens qui consomment par exemple le déodorant Respire. Elle est vachement engagée, tu vois. Elle est vachement engagée dans le côté hyper éthique, hyper bio, Justine Hutto, tu vois. Elle est hyper engagée, quoi. Et pareil, par exemple, les culottes menstruelles Fempo. Claudette, je me rappelle plus du prénom de l'autre cofondatrice, mais pareil, elles sont super engagées avec les warriors, etc., etc. Et moi, je me suis dit, nous, on peut pas créer un projet sur le plaisir féminin si on n'a pas au moins un manifesto, en disant, voilà, ce en quoi on croit et ce en quoi, pourquoi en fait on a fait ce projet. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un manifesto. Et pour moi, vraiment, voilà, c'est un geste santé, comme on prend soin de sa peau, de ses rides, de ses trucs, de ses machins. Je me suis dit véritablement, voilà, pour moi, la masturbation, enfin prendre soin aussi de son intimité, c'est aussi un geste santé comme le reste. Ok, d'accord. Et justement, moi, c'est un peu ma transition pour parler plus d'entrepreneuriat dans la sexualité en général. Yes. Tu t'es posé la question sur ta légitimité, sur ce qu'on allait pouvoir te dire sur le fait d'entreprendre dans ce milieu-là. Est-ce que c'est important? Non, moi, j'en avais rien à faire. Ah oui, en termes de légitimité, sincèrement, je me sentais pas du tout légitime. Je veux dire, je suis pas, comme je te disais, je suis pas experte, je suis pas gynéco, je suis pas médecin, je suis pas sexologue ni rien. Mais là où je me back, tu vois, parfois j'ai des gens qui m'envoient des messages et qui me disent on aimerait t'avoir en tant qu'experte sur le plaisir féminin pour notre conférence, je sais pas trop quoi. Je suis là, mais les gars, moi je suis pas du tout experte en fait. Moi je peux vous pitcher mon projet, je peux vous donner des chiffres clés, etc. Mais je peux pas intervenir en tant qu'experte sur le plaisir féminin. C'est faux, tu vois. Genre ça me met mal à l'aise, je suis pas bien quoi. Et par contre, oui. Moi, je suis présidente de ma boîte, tu vois, mais c'est pas autant dire que je suis experte sur le plaisir féminin. Oui, j'ai appris plein de choses comme toi. Mais tu transmets en tout cas une expertise que t'as bien étudiée. Exactement. C'est-à-dire que si on veut me parler, des techniques qu'il y a dans ma formation, je peux bien évidemment les expliquer, etc. Mais si on parle d'un sujet beaucoup plus global, du plaisir féminin pendant les règles, tu vois, où vraiment on rentre dans des techniques, dans des sujets un peu plus estrogène, progestérone, tu vois, l'impact des hormones sur le plaisir, sur la libido et tout.
je risque de perdre un peu pied, quoi. Moi, je suis vraiment très experte, oui, sur les techniques que je propose, sur mon projet, sur le produit que je vends, mais pas forcément de manière très très globale. Moi, là où je mets une halte, ouais, voilà. Pour l'instant, tu es experte peut-être sur la masturbation, enfin sur le plaisir féminin. Exactement. Et donc non, je me sentais pas du tout légitime. Enfin, je veux dire, même, enfin, comme n'importe quel entrepreneur qui débute un projet sur n'importe quel sujet. Enfin, en tout cas, je parle des jeunes entrepreneurs, des gens de moins de 30 ans qui ont eu avant peut-être 3-4 ans d'expérience professionnelle. On peut pas revendiquer qu'on a une expertise de maboule sur un sujet en particulier. C'est pas possible. Donc de toute façon, on apprend. Ça, c'est sûr qu'on apprend en faisant, on apprend sur le terrain, et c'est comme ça qu'on avance, je pense. Donc voilà. Et donc, faut pas avoir peur de se lancer. De toute façon, en général, quand on veut entreprendre, et quand bien même c'est sur la sexualité, là, c'est, y a pas de double légitimité, à avoir. Tu lances quand même, quoi. Donc, ok. Ouais. Pas de questions à se poser, tu t'en fichais. Et pas de. Après, j'ai eu la chance. Après, j'ai eu la chance d'avoir une famille hyper ouverte sur la question. Enfin voilà, qui me juge pas, qui me critique pas, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, je viens mon milieu aussi a fait que ça me mettait à l'aise et que je suis pas forcément obligée de mentir à tout va sur ce que je fais, sur ce que je propose. Bon, pour autant, je leur ai pas montré les vidéos, hein, mais en tout cas, je leur ai pitché le projet en 2 secondes et ils m'ont dit ok, cool, ça va, ça avance bien, voilà. Bon, voilà. Tant que ça avance, ils sont contents, donc c'est le principal. Très bien. Et donc du coup, pas de problème de ce côté-là. Ouais. Sinon, plus, voilà. Comme tout entrepreneur, tu as dû rencontrer peut-être quelques obstacles au début ou même encore maintenant. Est-ce qu'il y en a que tu pourrais nous partager? Ouais, alors je crois qu'il y en a eu plein, mais là tout de suite, il y en a pas 1000 qui me viennent en tête. Mais globalement, c'était vraiment la grosse problématique parce que si j'en ai 2 quand même. La grosse problématique, c'était de trouver déjà quel format va plaire aux users, aux clients. Et donc comme je t'ai dit, on est passé par plusieurs étapes. Au début, on voulait faire quelque chose d'assez petit, genre tu vois, un espèce de e-book avec les 7 ciels, tu vois, le 7e ciel. Enfin, franchement, quand j'y repense, c'est vraiment nul, quoi. Mais c'était un peu voilà, on voulait vraiment écrire un livre un peu poétique sur les 7 ciels avec les différentes étapes avant d'atteindre le 7e ciel. Pourquoi pas, c'est juste une approche complètement différente. Ouais, on commençait à rédiger des épisodes un peu érotiques et tout, enfin n'importe quoi en fait. Ça partait vraiment en live. Et après on a eu un projet beaucoup plus sérieux où on a vraiment un peu voulu faire une espèce de Google du sexe. En commençant par toutes les techniques qu'il pouvait y avoir justement sur plaisir féminin. Donc on s'était quand même recadré sur plaisir féminin et sur les techniques. Donc on avait vraiment fait des espèces de petites illustrations un peu type jouissance club, tu vois, pour essayer de résumer et que tu visualises, avec des petites descriptions, etc. Et en fait donc c'était une sorte de Google du sexe, donc c'était un accès qui était complètement gratuit, donc il fallait avoir une énorme communauté pour que ça tourne. Donc déjà moi j'étais pas une star de la communauté, mais là je pense qu'on se mettait une épine dans le pied. Et ensuite en fait il fallait que les gens votent en mode est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont pas aimé, quelle note ils mettraient sur cette technique-là. Enfin, c'était vraiment hyper en mode technique data, genre on récolte de la data et donc du coup, il fallait que les gens, les users fassent énormément d'input. Et en fait, là, je me suis dit non, mais ça va pas du tout. En fait, moi, c'était le problème que j'avais rencontré chez Intolia, donc la boîte que j'avais montée au tout début, au sein de l'ESCP, du MSIE. C'était que en fait, fallait que les gens rentrent tous les jours tout ce qu'ils mangeaient, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué en une photo, tu vois, d'avoir à peu près 80% des aliments que tu avais mangés, tu vois. Si tu manges un plat de pâtes, ok, t'as de la crème fraîche, du truc, du machin. Enfin, c'était hyper compliqué. Donc, il fallait que les gens rentrent ce qu'ils mangeaient. Et les gens sont hyper ils veulent pas faire des inputs, rentrer ce qu'ils ont mangé. Tu vois, ils veulent pas. Ça fait un peu rentrer dans une saisie de données fastidieuse, quoi. Exactement, c'est hyper fastidieux. Les gens ont vraiment la flemme, et moi la première.
Donc on avait fait un truc vraiment canon, hyper joli et tout, qui avait pris énormément de temps à mon associé, donc de réaliser cette version-là. Et ensuite on s'est dit attends, donc on a vraiment tout repris, et c'est là où vraiment sur cette je sais pas combien, V50, on est arrivé à Climax aujourd'hui. Mais ça a vraiment été très compliqué de trouver ce que les gens voulaient. Et bon, après, moi, je me suis un peu mouillée quand même, parce que j'ai vraiment balancé sur tout mon Facebook, tu vois, LinkedIn et tout, cette je sais pas combien, enfin, la V Google du sexe, tu vois. Et en fait, mes potes étaient trop sympas en mode, ah ouais, mais c'est trop cool et tout. Mais en fait, non, mais les potes, de toute façon, faut jamais leur demander parce qu'ils sont trop sympas. Donc, ils te disent, non, mais c'est génial et tout, machin. Et en fait, ils l'utilisent pas et ils osent pas te dire, non, mais Lorraine, là, en fait, non, mais je l'ai pas utilisé parce que j'ai pas le temps, parce que tu demandes trop d'informations et que, quand je m'occupe de ma nana, ou etc., ou quand je m'occupe de moi-même, je vais pas être avec mon smartphone dans mon autre main pour noter les trucs. Non, mais je suis là en mode, mais ouais, t'as complètement, tu vois, genre, c'était trop sympa. Donc c'était pas mon truc. Et aussi une autre chose aussi qui a été hyper compliquée, auquel on s'est heurté à plusieurs reprises, c'est en fait tous les prestataires avec qui on travaille. Je m'explique, c'est tous les prestataires du type les prestataires de paiement, les prestataires de transactions emailing, etc. Donc j'ai plus trop les noms en tête, mais en fait on était passé par par exemple pour Stripe, prenons un exemple pour Stripe, au tout début ils voulaient pas du tout travailler avec nous parce que ils considéraient en fait notre projet comme à caractère adulte content, donc bon, ce qui voudrait dire voilà, un peu à caractère pornographique, de nudité, etc. Donc on a eu 3 refus catégoriques de Stripe, et pour moi, mais c'était inenvisageable en fait, parce que si on n'a pas Stripe et si on n'a pas PayPal par exemple, concrètement on peut pas faire de business, parce que il faut qu'on aille voir chaque banque pour qu'ils acceptent qu'on mette la Visa, la Mastercard, machin, enfin ingérable le truc. Donc là je me pour ça vite, c'est compliqué, oui. Ouais, donc vraiment, enfin on était vraiment à 2 doigts d'abandonner le projet en mode j'en peux plus et tout, on n'en pouvait plus quoi. Parce que quand tu travailles pendant presque 1 an sur un projet et que t'as toujours pas vendu la moindre formation, mais t'es là, mais alors, ça se trouve j'ai perdu 1 an, enfin catastrophe quoi. Vraiment j'étais au bout du rouleau quoi à ce moment-là. Et après je me suis dit c'est hors de question, etc. Bref, j'essaie de chercher vraiment la nana chez Stripe qui s'occupe un peu des sujets sensibles, voilà. Et je l'ai trouvé. Et je l'ai contacté et je lui ai dit no way, on doit être prêt, etc. Donc finalement on est passé en commission pendant environ je sais pas, nous a fait poireauter pendant à peu près une 20aine de jours ou 15 jours, je sais même. Ouais. Et finalement elle nous a dit c'est bon, vous êtes passé, j'ai vraiment appuyé votre projet, etc. Enfin vraiment ça a été notre petit dieu quoi. Il faut trouver un peu ou la bonne interlocutrice pour... Exactement. Surtout, on a eu quand même 3 refus, quoi. Et là, c'est bon, ils nous avaient accepté, donc super contente. Après, l'autre problème, c'était pour l'emailing et les transactions mail automatiques lorsque les gens ont fini de payer, tu vois, on envoie des mails automatiques, etc. Là, pareil, je sais plus par qui on était passé, Postmark ou un truc comme ça, et ils nous dit un nom catégorique, adulte content. C'est je sais pas, c'est les Américains un peu puritains, je sais pas, ils veulent pas du tout travailler avec des boîtes qui sont qui parlent d'éducation sexuelle, etc. Enfin voilà, on le voit aussi avec Facebook, Instagram et tout. Mais bon voilà, en tout cas, on est arrivé, donc on travaille avec Mailjet. Et voilà, donc là il y a aucun problème, donc on arrive quand même à s'en sortir, mais ça n'a pas été simple. On a eu vraiment beaucoup de difficultés à sortir cette formation. Et c'est souvent le problème de paiement ou financement là. Ça fait plusieurs fois que ça revient dans les entretiens que j'ai pu faire pour le moment, et parce que outre le tabou sur la sexualité, c'est qu'apparemment c'est encore parfois cette image de quelque chose de pas très honnête, ou potentiellement pas un vrai business. Ok, plus le tabou. D'accord. Voilà. Ok. Bon, écoute, intéressant. Ça n'a pas été simple. On sait comment il faut s'y prendre maintenant, ou alors à qui s'adresser ou pas. Exactement. Et ouais, tu disais que tu t'étais un peu mouillée, par exemple, pour la première version d'une de tes idées pour Climax.
Donc toi, tu as osé finalement clairement associer tout de suite ton projet à toi, même sur LinkedIn par exemple. C'est pareil, tu t'es pas posé la question comme pour la légitimité, pardon, tu t'es dit on s'en fiche. Ouais, complètement. J'ai 2 petites dernières Ouais, questions. y a pas de souci. Est-ce que donc toi, tu es dans ce pan-là avec Climax. Qu'est-ce que tu vois d'autre qui manque? Alors, peut-être pas une de tes idées à toi pour plus tard, mais si tu avais peut-être des appels à projets ou pour inciter des gens à faire plus de choses un peu comme d'utilité publique dans ce milieu-là, est-ce que tu vois des idées, des choses qu'il faudrait faire, des types de boîtes? Ouais, c'est une question compliquée que tu me demandes, parce que moi j'ai un projet en tête qui serait complémentaire un peu à Climax, enfin complémentaire. Oui, complémentaire, ouais. Mais c'est vraiment un autre produit, c'est-à-dire qu'on parle pas de formation, c'est pas des vidéos, etc. Euh, ce serait plus d'être un peu l'oreille attentive des gens qui se posent des questions, mais qui n'ont pas la volonté ou en tout cas l'argent aussi d'aller suivre, tu vois, une formation avec un sexologue. Parce qu'un sexologue, quand tu le vois, c'est minimum, je sais pas, minimum 3 ou 5 fois, je pense. En une seule séance, tu peux pas faire le tour. C'est vraiment une sorte d'oreille attentive qui n'est ni ta mère, ni ta sœur, ni ta pote proche, ni un sexologue qui puisse répondre à tes demandes de questions. Voilà. J'en dis pas plus, mais c'est un peu aussi un projet que j'aimerais lancer. Alors, pas tout de suite du tout, parce que j'ai 50 000 trucs à faire avant. Mais sinon, sur un autre sujet, là, faut creuser, quoi, parce que c'est c'est un peu pas facile. Le but, c'était pas de te soutirer des informations. Non, mais par exemple, j'ai une amie que j'ai rencontrée justement, enfin une fille, enfin qui est devenue aussi une amie, que j'ai rencontrée aussi à The Family, qui a créé MyLuby. Oui, c'est un gel, parce que c'est vrai qu'on se dit, enfin moi quand je réfléchis, tu vois, quand j'achète des préservatifs, c'est du Rex, quand j'achète du lubrifiant, c'est du Rex, mais c'est vrai que je veux dire, on fait vachement gaffe à ce qu'on se met sur la peau, les déodorants, enfin tu vois, moi j'achète du Respire et tout, enfin on fait vachement gaffe, et finalement sur ce qu'on se met sur la vulve, on fait pas vachement gaffe, ce qui est quand même hyper étrange, sachant que c'est quand même un environnement, tu vois, hyper sensible et tout, et voilà, et donc je trouve en fait son initiative et son idée hyper intéressante. Son idée qui est un gel, un lubrifiant, complètement en utilisant des matières, enfin des produits hyper naturels et tout, et moi je trouvais ça super cool, voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir d'autres idées, d'autres produits aussi. C'est en cours je crois, et dans le même style, donc ce sera le 2e épisode, je les ai interviewés. Okay. Elles étaient à ce moment-là, t'avais Baobo. Oui, Baobo, oui, je l'ai acheté, c'est un baume pour après, enfin avant, pendant, après l'amour, je sais pas quoi, et je l'ai acheté, c'est hyper cool, c'est très sympa. Voilà. Ok, bon alors toi t'es plus peut-être portée un peu cosmétique. J'aime bien. Franchement, si j'avais pas monté un projet dans la sexualité, je pense que je serais allée plutôt vers la cosméto. Après, du coup, apparemment, on peut lier les deux. Donc... pourquoi pas, on va voir. Ok, écoute, je t'en vais pas plus longtemps. Peut-être dernière chose, juste un conseil pour moi ou pour d'autres qui veulent se lancer, entrepreneurs en général ou encore peut-être plus dans ce milieu. Ouais. C'est pas facile de donner des conseils, sincèrement. Tu vois, je me sens pas du tout... je veux dire, je suis même pas à ma première année d'entrepreneuriat, donc... mais moi, ce que je peux dire une chose, c'est que si t'as la possibilité... faut se lancer, quoi, tu vois, faut vraiment pas avoir peur, mais en même temps il faut sentir le bon moment, c'est-à-dire que moi par exemple, tu vois, ça fait 6 ans que je rêve de monter ma boîte, d'être mon propre patron, etc. Mais tu vois, parfois t'as pas l'opportunité. Après, l'opportunité, ça veut pas dire tu vois, bailler aux corneilles et attendre que ça tombe dessus, mais c'est vraiment aussi trouver la bonne personne, donc le bon associé, et ça peut prendre un peu de temps,
Donc je pense qu'il faut pas se précipiter sur le premier truc. Après, même si c'est training by doing, donc t'apprends en faisant des bêtises, ça je suis entièrement d'accord. Mais il faut pas non plus se précipiter voilà, sur la première opportunité, premier truc. Je pense qu'il faut réfléchir, faut se poser les bonnes questions. Mais après, une fois que t'es parti dans un truc, dans un projet, ne pas faire marche arrière. Ah oui, non, et un truc hyper important aussi, que m'a dit mon associé, parce qu'il a plus d'expérience que moi sur l'entrepreneuriat, et ça m'a beaucoup aidé, c'est ne pas trop écouter les gens qui te font des feedbacks. Parce que quand t'as pas encore ton produit fini, t'es tout le temps en questionnement, tu vois, tu te dis, mais est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que j'ai la bonne vision du produit? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et donc, du coup, tu demandes aux gens autour de toi, c'est normal, tu vois, tu doutes, donc tu demandes. Sauf que les gens, en fait, ils ont pas du tout la même vision que toi. Ils ont pas du tout, et ils te disent, toi, moi, par exemple, j'avais demandé, est-ce que les vidéos hyper explicites, c'est bien? Il me dit, mais quand même, explicite, c'est un peu choquant, machin, tu devrais plutôt faire des petits bonhommes. Enfin, on partait dans des délires. J'étais en mode, non, mais n'importe quoi. Là, je me suis dit n'importe quoi. Mais en fait, on était déjà à la version vraiment presque finale de notre projet, donc c'était hors de question que je fasse marche arrière. Mais je suis sûre que si on m'avait dit ça au tout début du projet, je me serais posé la question en mode, mais en fait, les gens, est-ce qu'ils veulent vraiment voir des trucs hyper explicites, ou est-ce qu'ils veulent pas plutôt voir des petits dessins, des petites illustrations avec une petite vulve qui bouge, quoi. Mais pas du tout, en fait. Bah, peut-être qu'ils aimeraient, mais c'est pas du tout moi. Moi, j'aime bien faire des choses hyper, tu vois, j'aime bien montrer la vérité, montrer vraiment ce qui se passe, etc., comprendre. Et voilà, donc si je peux donner un conseil, c'est ne pas trop écouter les feedbacks. Vraiment, quand tu as une vision, une idée, vraiment le faire. Et si tu veux écouter des feedbacks, t'écoutes les feedbacks de tes vrais clients, de tes vrais utilisateurs, et pas de tes potes qui ont eux-mêmes pas acheté la formation ou que tu leur as offert parce que tu veux absolument avoir des feedbacks. Ça c'est nul. Vraiment, il faut vraiment pas faire ça. Voilà, c'est mon conseil. Très bien. Pas mal. Là-dedans, parce que là, les retours dans ce milieu-là, on t'en fait très vite. Mais ok. Voilà. Bah non. Super, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment c'est à la fois un produit et un service, si j'ai envie de dire, qui est hyper novateur et hyper intéressant. Donc, j'espère que tu vas avoir de plus en plus de monde et écoute, j'espère aussi. Écoute, j'espère. On travaille pour, en tout cas. Et bah écoute, au plaisir de se rencontrer vraiment en vrai bientôt. Et puis, merci à toi Manon. Très bonne journée. Salut. Salut, bye. Vous pouvez suivre l'actualité de Climax sur Instagram en suivant climax.how, H-O-W, mais surtout en vous rendant sur le site dont le lien est en description de l'épisode. Vous y découvrirez donc les différentes offres avec des petites réductions en ce moment. C'est un paiement unique pour l'accès à 19, 22 ou 32 vidéos traitant autant des caresses sur le monde Vénus que sur comment obtenir des orgasmes multiples ou encore une initiation au tantra et à la respiration en pleine conscience et plein d'autres choses encore. Sinon, si vous avez aimé cet épisode, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre de petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram Let's.Talk avec un Q à la fin. Merci et à la semaine prochaine.